Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Heureuse de vous accompagner pour un nouveau numéro de l'Échiquier international et un nouveau débat en direct autour d'un thème d'actualité. Restez avec nous, on revient dans un instant. Et oui, la France est à l'origine d'un nouvel épisode de brouille avec l'Algérie. Elle semble être cette fois-ci dans de mauvais draps. Pour Alger, ses agissements dépassent tout entendement. Depuis la semaine dernière, l'affaire, vous le savez, défraie la chronique et suscite de multiples réactions. Il s'agit de l'exfiltration de cette ressortissante algérienne vers la France, présentée tantôt comme journaliste, tantôt comme militante. Il s'agit encore d'une nouvelle manœuvre très vite, d'ailleurs portée par les médias français qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur l'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Quelles conséquences sur les relations algéro-françaises qui ont déjà vécu, rappelons-le, de multiples perturbations par le passé? Par ces agissements, la confiance entre les deux pays est-elle carrément rompue ou remise en question? Cette énième ingérence qui a fait sortir d'ailleurs Alger de ses gonds est-elle de trop? Nous allons justement faire réagir nos invités autour de ce sujet. D'abord, professeur Kamel Filali, avocat spécialiste en droit international, est avec nous en ligne. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Gamal Abina, journaliste spécialiste des questions internationales, intervient avec nous depuis Paris. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir Saïd Boussetta, journaliste, directeur de l'information au quotidien. De la rédaction. Directeur de la rédaction du quotidien L'Expression. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, on va d'ailleurs commencer avec vous, Saïd Boussetta. C'est un nouveau malaise dans les relations algéro-françaises après cette nouvelle affaire qui ne ressemble pas donc aux précédentes brouilles, n'est-ce pas? Absolument. On va dire qu'elle est un peu plus compliquée, voilà. Les précédentes étaient des déclarations malencontreuses des présidents de la République française, oui. Que la dernière en date, celle du président Macron, enfin, qui a parlé de rente mémorielle de pays qui n'existent pas avant, d'absence de nation algérienne avant. Bon, la brouille a duré 6 mois, et donc les excuses du président Macron, et il ne faut jamais dire jamais en diplomatie, donc forcément les choses sont revenues à la normale, sont retournées à la normale, et puis récemment cette brouille-là, elle me semble beaucoup plus complexe parce qu'elle fait intervenir une activiste algérienne qui était demandée par la justice algérienne, qui avait une interdiction de sortir du territoire, qui sort illégalement et qui se fait exfiltrer par les services de renseignement français. Ça fait beaucoup. Donc je pense, je le redis, il ne faut jamais dire jamais en diplomatie, mais ça me paraît autrement plus compliqué que les premières, effectivement. C'est une affaire grave, en effet. On va tenter de déceler le vrai du faux avec nos invités parce qu'on l'a dit. Donc cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et a été justement portée par les médias français qui n'ont pas hésité, on l'a dit, de tirer à bout portant sur l'Algérie. Kamel Filali, j'aimerais revenir justement sur cette affaire, sur le fait que la France, cette fois-ci, interfère dans les affaires juridiques. On le sait, donc la ressortissante algérienne était soumise à une interdiction de sortie du territoire national. Et elle est poursuivie dans une affaire de droit commun. Merci pour votre invitation et je salue les auditeurs de Al24 et donc je salue aussi vos invités. Effectivement, ici, on peut voir la question de souveraineté sous 2 angles. Le premier angle serait une interprétation, disons, restrictive, dans le sens où quand on parle de souveraineté nationale, on a tendance à considérer ce qui se passe sur le territoire national, donc sur l'espace national.
Et certains pourront certainement nous expliquer qu'il n'y a pas eu donc exfiltration, ou du moins il n'y a pas eu de preuves tangibles de telle manière à ce qu'on puisse expliquer qu'il y a eu ce dépassement sur le territoire national algérien. Une autre interprétation, c'est que l'activiste algérienne est une ressortissante algérienne, jouissant d'une nationalité algérienne d'origine, et elle est donc, elle entre sous donc la protection de l'État algérien. Oui. L'État algérien, constitutionnellement, comme tous les États dans le monde, doit protéger non seulement les citoyens et leurs biens, quel que soit le point où ils sont. Donc, si elle est en France, si elle est aux États-Unis, l'Algérie doit intervenir. Pourquoi? Parce qu'elle doit protéger et elle doit intervenir à chaque fois que cette personne serait éventuellement touchée. Oui. Et par conséquent, cette souveraineté que l'État algérien doit exercer dans le cadre de la protection doit automatiquement permettre à l'État algérien de se sentir concerné, même si on exhibait un passeport français. Oui. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, parce que cette question de nationalité, on ne doit pas uniquement se situer à la limite du passeport. La question de nationalité a été expressément et explicitement donc définie oui. par une jurisprudence de la Cour internationale de justice en 1955. Pour ceux qui connaissent le droit international, c'est l'arrêt Nottebohm, où il est question de définir si il s'agissait d'une nationalité d'origine ou une nationalité effective ou une nationalité artificielle. Et donc la nationalité effective s'explique par le fait que la personne est née en Algérie, que la personne a fait ses études en Algérie, que la personne a eu donc c'est marié en Algérie, c'est enfant en Algérie, a un compte en banque en Algérie, tout le monde a étudié en Algérie dans sa famille, etc. Cela lui donne un lien effectif entre elle et donc l'Algérie. Et c'est ça la définition. Professeur Kamel Filali, si vous le permettez, on est bel et bien face à une violation du droit international cette fois-ci. Ah oui, là il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, parce que j'estime dans mon approche que cette activiste doit, même si elle rejette la protection algérienne, elle ne pourra pas. C'est une ressortissante algérienne. Oui. La nationalité française, elle a premièrement été naturalisée, elle a été cachée et elle a été jusqu'à ce jour, disons, c'est une nationalité artificielle qui n'a jamais servi à quoi que ce soit, même pas pour les sorties et les allers-retours de cette femme entre l'Algérie et la France, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne paraissent pas claires et qui doivent être éclaircies dans les jours à venir, parce qu'il y a une enquête qui est déclenchée, il y a des procédures qui sont entamées, il y a des auditions qui sont donc exercées par le tribunal. Je crois que c'est au niveau de Annaba que ça se passe, et seul quand on aura tous les détails sur cette affaire, on pourra éventuellement l'étudier dans le... Petit souci de liaison avec vous, professeur Kamel Filali. On va revenir à vous, Gamal Abina. Il était donc important si vous voulez, de rétablir les choses dans leur contexte, surtout que beaucoup a été dit autour de cette affaire, Gamal Abina, notamment par les médias français qui ont même jugé la réaction d'Alger incohérente. En quoi réside, selon vous, cette incohérence ? Je vais répondre simplement à cette ineptie, parce que je n'accepte pas ce genre de leçon donnée à l'Algérie. Salah Hamouri. Étrangement, ce franco-palestinien, qui est disons français, de nationalité, marié avec une Française, Elsa Lefort, eh bien ce franco-palestinien, lui, on ne s'est pas précipité pour le sauver des griffes d'Israël, étrangement.
on a une empathie pour certains Arabes qui n'est pas la même que pour l'Algérie. Cette femme n'est pas française, elle est algérienne. Et elle a obtenu effectivement, ça a été rappelé par mariage, une acquisition de nationalité qu'on appelle naturalisation. Donc c'est une acquisition qui lui a bien servi pour le coup, mais ce n'est pas une Française, c'est une Algérienne avec un papa algérien, colonel, qui ont tous bénéficié à plein du système algérien. Donc l'éducation, une classe moyenne qui n'était pas trop pauvre non plus, ça va, et surtout une position au départ intéressante, je le dis, de Barakat, qui était intéressante dans la mesure où effectivement il remettait en question un système qui se reproduisait par lui-même avec un président malade, c'est vrai. Oui. Mais il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai discuté avec un proche qui l'a connu sur Barakat à Paris. Il a voulu me voir pour m'expliquer quel était réellement et m'expliquer les différents dérapages qu'elle a pu produire un temps et qu'ils n'ont pas voulu suivre. Un homme très très sympathique d'ailleurs, au demeurant, un ancien journaliste d'El-Watan, qui m'a expliqué simplement que, au bout d'un moment, il voyait qu'elle n'était pas gérable. C'est le terme qu'il a utilisé. Et ils ont commencé à s'écarter d'elle. Donc, c'est pour dire qu'au départ, sa position était intéressante, puis au fur et à mesure, elle a commencé à déraper parce qu'on en a fait une égérie. C'est d'ailleurs un Chourk qui a fait d'elle une célébrité. Et en France, on nous la présente comme une sorte de Madone, comme une sorte de Jeanne d'Arc de la liberté en Algérie. Ça a été monté en boucle. Et je pense, moi, effectivement, qu'au-delà du fait qu'il n'y a pas de respect des règles de droit, parce qu'on parle du droit, l'Algérie, c'est un pays qui a du droit malgré tout, même si on l'aime pas, même si c'est pas le droit occidental, il n'en demeure pas moins que c'est un pays où il y a des règles de droit, que la Tunisie aussi, souveraine, n'a pas été respectée. Oui. Mais en dehors de tout cela, il faut rappeler tout de même une chose importante. Au nom de quoi la France va exfiltrer une femme qui n'est pas française, mais qui l'a obtenue par acquisition de nationalité, comme s'il y avait un besoin absolu et nécessaire. Au nom de quoi ils font cela? Ça, je ne le comprends pas. Et deuxième chose importante à rappeler, je pense que l'Algérie se grandirait de ne pas faire monter en boucle cette femme qui ne représentait personne. Ils l'ont présentée comme journaliste alors qu'elle est juste chroniqueuse sur un média, effectivement, Radio M. Ils l'ont présentée comme opposante alors qu'elle n'est pas opposante. Elle est juste une ex-opposante qui, au fur et à mesure, est devenue plutôt une sorte de troublion. Mais comment réagissez-vous au fait que les médias l'ont présentée justement en militante, parfois en journaliste, le fait que les médias aussi français, certains médias attaquent l'Algérie au lendemain donc, de cette affaire? Vous savez, il y a un problème en France, il y a un problème. Il y a un monsieur Macron qui a voulu un rapprochement, il a mis le paquet pour y arriver avec 16 ministres qui ont été présents après son voyage. Monsieur Macron est proactif pour raviver la flamme entre la France et l'Algérie. Mais il y a en France des courants extrêmement violents, des anciens d'extrême droite, des anciens d'Algérie française, des anciens radicaux, ou toujours radicaux demeurant, qui feraient n'importe quoi pour monter en épingle un personnage aussi insignifiant. Et je dis insignifiant parce que les propos qu'elle a tenus récemment sur le prophète l'ont disqualifié. Eh bien, ces gens-là ont besoin d'avoir des opposants de pacotille pour faire monter la boucle. Et je pense, et je le dis sincèrement aujourd'hui, je pense que l'Algérie est dans son bon droit de dire qu'il faut dénoncer cela, mais il ne devrait pas rentrer dans ce piège. Elle n'a pas d'importance, qu'il la laisse, qu'il l'oublie. Si elle voulait être française et si elle voulait voir la Tour Eiffel, eh bien qu'elle dégage. Je suis catégorique là-dessus. Une ou un Algérien qui a un problème avec les autorités algériennes et qui a un problème avec la loi, il doit faire face s'il peut. Et s'il ne peut pas, à ce moment-là, il trouve des moyens. Il y a toujours des terrains d'entente. Mais il ne se positionne pas comme une sorte d'instrument à destination de l'Occident. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait volontairement. Mais de toute façon, les journalistes français font tout pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que le journal qui a parlé d'elle en premier, alors que c'est une obscure inconnue, personne ne la connaît en France, hein, je vous le dis. Personne ne la connaît. On va être très clair. Eh bien, c'est Le Monde qui a fait sa publicité. Oui. D'abord Chourok en Algérie et Le Monde ensuite. Et Le Monde, c'est un organe de presse très important qui a donné le là. À partir du moment où Le Monde donne une information, toute la presse s'en empare et évidemment tous les radicaux, ils vont de les leçons à donner à l'Algérie. Je réponds à nouveau, je répète, Salah Hamouri n'a pas bénéficié du même soutien de ces journaux. Une réaction à Saïd Bousta, Gamal Abina pense que ce n'est pas la France officielle qui est derrière, qui est donc derrière cette affaire. Une chose, je suis journaliste et Madame Bouraoui ne l'est pas. On ne devient pas journaliste parce qu'on a envie de le devenir. On le devient parce qu'il y a une expérience, il y a un travail à faire, il faut faire le terrain. Le journalisme est un métier qui a ses règles et qui a ses contraintes et tout le reste. On ne devient pas journaliste parce qu'on a envie d'embêter le pouvoir. Donc ça, c'est réglé, ça c'est clair. Elle n'est pas journaliste. C'est-à-dire que si la presse française la présente en tant que telle, c'est malhonnête de la part des journalistes français de présenter Amina Bouraoui comme une journaliste. Elle ne l'est pas. C'est clair, net et précis. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une gynécologue de formation et de profession, un très beau métier, mais elle n'est pas journaliste. Ça, c'est clair. Par rapport à la réaction, par rapport à ce qu'a dit, par rapport à la réaction de la presse française, par rapport à cela,
bien sûr que c'est hyper exagéré. Franchement, passer sur TV5 Monde avec un animateur, avec un journaliste qui n'ose même pas la contredire. Il lui dit, comment vous êtes rentré en Algérie, en Tunisie? Je suis rentré normalement. Oui. Ben, il ne se pose pas la question, le journaliste. Oui. À peine s'il lui dit, mais écoutez, vous êtes rentré clandestinement. Mais c'est là le nœud du problème. Un vrai journaliste, un vrai intervieweur n'aurait pas fait cet entretien. Clair, net et précis. Ça, c'est ce que moi j'ai vu sur TV5 Monde. Oui, quand on voit les unes des presses également, de la presse française J'ai vu la une, la presse, Le Monde, ils ont ramené un Algérien, donc, il y a eu un acharnement expert qui a dit que l'Algérie tombait dans la dictature, etc. Franchement, quand je vois, moi, qu'en France même, des 30 ou 60 jeunes hommes et jeunes femmes ont été éborgnés et pas un policier n'a été poursuivi en justice. Il y a eu des gens qui ont été estropiés, qui ont perdu un pied ou une main pendant des manifestations. Et c'est des manifestants pacifiques. Ce ne sont pas les Black Blocs qui ont tué des yeux éborgnés. Et plus encore, vous savez qu'en France, il y a eu 2000 poursuites en justice. Sur les 2000, il y a 1 millier de manifestants français qui ont été condamnés à 1 année de prison ferme pour avoir manifesté pacifiquement en 2018-2019. Écoutez, ça a duré très longtemps. Ça a duré, je ne sais plus combien, 70 ou 100 samedis, 170 ou 100 semaines. Et l'Algérie n'a pas dit un mot sur ce qui se passait. Et bon, Amira Bouraoui, elle risquait une peine de 2 ans de prison. Et il y a, comme l'a dit votre professeur, invité, oui. L'Algérie est un pays de droit. Ça n'est pas. Vous savez, vous prenez un Français qui dit du mal de la Shoah, ben il fait 2 ans de prison. Il fait même plus. Et c'est aussi un état de droit. Alors, donc, chacun voit le droit à sa porte. Nous, en Algérie, il y a des textes de loi qui vous disent que si vous portez atteinte à la religion, vous risquez tant, eh ben ne le faites pas, pas à la ligne. Oui. N'allez pas contredire la loi algérienne pour dire que la loi est mauvaise. Mais c'est vous mais c'est Amira Bouraoui qui est sorti des limites de la réglementation algérienne. Et puis, elle n'était pas en prison, elle était sous contrôle judiciaire. Oui. Donc, et alors, où est la dictature? Oui. Et j'ajouterais encore que franchement, si on va sur la page Facebook de Amira Bouraoui, franchement, régulièrement, elle débite n'importe quoi. Ce n'est pas aussi une militante au sens propre du terme. Oui. Un militant, ça souffre en silence, ça se bat. Et je peux vous dire, j'en connais des militants algériens, j'en connais, qui, durant toutes les années 90, ont subi les affres du terrorisme et les affres du pouvoir aussi. Et ils en sont, certes, beaucoup en sont morts. Beaucoup en sont morts. Et ceux qui s'en sont tirés n'ont pas fait la gloriole et n'ont pas été chercher un passeport français pour ça, franchement. Alors certains, professeur Kamel Filali, vous êtes toujours avec nous. Sur cette affaire, certains médias français, ou de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, certains ont voulu, si vous voulez, véhiculer cette idée selon laquelle la réaction d'Alger a été disproportionnée. On est face à une violation du droit international, vous l'avez dit. C'est-à-dire que l'Algérie, quand même, a montré une certaine maturité dans son attitude et son comportement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cherché à réagir avec brutalité, et j'espère qu'on ne le fera pas. On continuera dans le cadre de cette maturité, de cette diplomatie qui veut que nous répondons par les moyens de droit. L'Algérie étant un État de droit, elle ne peut que croire en la règle de droit et l'observer et la respecter. Malheureusement, ce qui se passe en France, où nous constatons quand même qu'il y a un courant peut-être, parce qu'après le réchauffement qu'il y a eu avec la visite du président Macron et ensuite
la première ministre qui s'était déplacée avec une armada de ministres pour le réchauffement des relations et la reconstruction, nous avons pensé que nous allions dans le sens du partenariat et que nous avions tourné cette page qui nous bloquait. D'autant plus que la France et l'Algérie avaient désigné leur propre historien pour s'atteler à la question mémorielle. Oui. Hélas, je dis, hélas, ce qui se passe, on ne le comprend pas. Moi, personnellement, quand j'analyse, je me dis qu'il y a certainement un courant qui n'a pas compris que le verdict de l'histoire est tombé définitivement et que l'Algérie est un pays indépendant. Et que ceci est irrévocable et que nous pouvons construire ce pays avec d'autres, bien sûr, des partenaires, qu'en respectant le principe cher à l'ONU, l'égalité donc souveraine des États et la non-ingérence dans les affaires des tiers. C'est ça les principes. Oui. L'ONU commence dans... Mais ce qu'il y a aussi, c'est la rapidité d'exécution de cette opération, c'est-à-dire l'arrivée, le départ, etc. C'était pratiquement une course contre la montre. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas donné, à mon avis, parce que moi j'ai pas vu le ministère de la Justice réagir, et le problème qui se pose, c'est que dès qu'on avait appris qu'il y avait une violation de l'interdiction de quitter le territoire national, qui est parfaitement légal, c'est un article dans notre code pénal. Oui. Donc, dès qu'il y a cette violation, il fallait donc un mandat d'arrêt international à transmettre aux Tunisiens, accompagné d'une demande d'extradition, accompagné d'un dossier d'extradition, puisque un traité bilatéral d'extradition existe entre l'Algérie et la Tunisie. Oui. Et soumettre la question aux juges tunisiens, oui, qui auraient pu trancher en étudiant... Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'interférence de la France. Sauf qu'entre-temps, il y a eu donc l'interférence de la France. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu rapidité et que, à mon avis, on n'a pas pu respecter les procédures parce qu'avec l'extradition et la soumission à un juge donc tunisien indépendant, ils auraient pu, comme ça a été déjà fait dans des affaires, dans un passé qui n'est pas très lointain, où un juge a dû trancher entre la France et l'Angleterre. Oui. C'était judiciaire et c'était politique, et c'était l'Algérie qui avait donc le droit et la priorité pour l'extradition de certains qui étaient demandés par la justice algérienne, soit parce qu'ils ont commis un crime, soit parce qu'ils sont recherchés par la justice algérienne pour qu'ils soient présentés à cette dernière, et donc se présenter devant un juge et qui tranchera dans le cadre du respect du procès équitable et du respect du droit de la défense, etc., etc. Oui, oui. Alors, cela n'a pas été fait, mais je crois que c'est la rapidité d'exécution qui a empêché toutes ces procédures parce qu'elles sont connues, etc. Et moi, je suis pratiquement, je suis certain que si on avait respecté les procédures, on aurait ramené la personne sur le territoire national. Alors, on s'interroge actuellement sur la posture dans laquelle se retrouve la France. Gamal Abina, à quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Le problème, c'est que M. Macron est pris en étau, parce que la presse en a parlé. Évidemment, ils ont fait écho d'une femme qui n'était pas très importante dans l'absolu. Je tiens à rappeler que ça n'est pas le droit d'ingérence n'existe pas. On est bien d'accord. Le droit que les Français défendent, c'est le droit effectivement de ce qu'on appelle une France comme terre d'asile. Donc, lorsqu'un opposant politique à un pays, on l'avait avec Khomeini à l'époque, on le voit aujourd'hui même avec Farhat Menni, qui n'est pas français. Quand ils sont en France, ils sont protégés parce que la France a ce principe, et c'est un principe qui à la limite est louable. Là, on est sur autre chose. On a voulu créer de toutes pièces une sorte de droit de protection internationale. C'est de l'ingérence à l'étranger, et effectivement, M. Macron se rend bien compte que s'il livre cette femme, il passe pour un collaborateur, parce que c'est ce que tentent tous les radicaux, oui. Et s'il ne la rend pas, évidemment, il passe pour un type qui n'a pas respecté le droit international. Mais j'ai envie de dire simplement, moi je pense que au-delà même de cela, on se rend bien compte à l'époque, Gérard Longuet par exemple, la violence qu'il avait exercée sur l'Algérie. Je vous donne un exemple qui
vous parler un petit peu de l'état général de certaines personnes en France qui ne sont pas nécessairement d'extrême droite. Lorsque vous sortez un drapeau algérien, quand il y a une victoire algérienne, immédiatement, ça fait les débats. Il y a des gens qui veulent faire des lois pour interdire la sortie du drapeau. On en est là quand même en France. C'est vraiment une atmosphère très lourde, très pesante, qui donne le sentiment que dès qu'on parle d'Algérie, c'est littéralement de l'hystérie. Et je répète régulièrement dans tous les médias dans lesquels je passe que côté algérien, la guerre d'Algérie s'est arrêtée en 62 et ça s'est apaisé malgré tout. Évidemment, l'histoire n'est pas passée. Les douleurs sont là, mais il n'y a pas cette espèce d'hystérie anti-française qu'on observe en France par rapport à l'Algérie. Donc il y a bien des courants obsessionnels anti-algériens et Macron est coincé. Il ne peut pas s'en défaire parce que s'il donne trop de concessions, il va être traité. Merci, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Dernier mot, Saïd Bousta, sur l'avenir réservé aux relations algéro-françaises. Comme je l'ai dit, on ne peut pas dire que tout est cassé. Ça va se reconstituer d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas sous le mandat de Macron, peut-être pas sous le mandat de Tebboune, peut-être dans je ne sais combien de temps. Ça finira par se recoller. Cela dit, moi, j'ai constaté une chose, c'est que le lobby anti-algérien n'existe pas seulement au sein de l'opposition française ou dans les partis français. Il est même au sein de l'armée française. Oui. Il y a un historien français qui le dit. Il y a des archives algériennes, des archives françaises que l'armée refuse d'ouvrir. Et puis je rebondis sur cette histoire, sur cette commission mixte. Rapidement, Saïd Bousta, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission. En 2 minutes, la commission mixte qui a été installée, et l'Algérie est tranquille par rapport à la commission mixte, parce que toutes les vérités historiques qui vont sortir ne seront certainement pas contre l'Algérie. Donc cette commission, si elle avait fait son travail, on aurait abouti à l'histoire, au crime commis par la France. Et cette frange-là, cette Algérie, ces ultras de l'Algérie française refusent et créent de toutes pièces. Ils sont dans les services secrets aussi. Cette affaire porte atteinte, en tout cas, porte un préjudice aux relations algéro-françaises, on l'a dit. Merci à tous mes invités de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al24 News.